Voilà. Alors, on arrive sur la dernière étape de la série, sur le dernier webcast, et puis on va avoir l'implémentation du endpoint slash users. C'est là où on va parler de passport.js et du lien entre passport.js et les JSON Web Tokens. Donc, si je viens dans la partie spécification, de nouveau, vous vous souvenez peut-être que dans un premier webcast, ici, j'avais fait des tests qui étaient en pending. Je ne vais pas les écrire maintenant. Ça prendrait un peu trop de temps dans le webcast. Mais par contre, on peut regarder ici ce test qui a un scénario, hein, puisque là, je vais utiliser plusieurs endpoints. C'est vraiment un workflow utilisateur. Et vous voyez qu'il y a trois choses que je veux tester. Donc, c'est un utilisateur doit pouvoir s'enregistrer, ensuite se loguer et finalement obtenir la liste de tous les utilisateurs. Par contre, quelqu'un qui n'est pas authentifié ne peut pas obtenir la liste des utilisateurs. Puis si quelqu'un essaye d'envoyer un JSON Web Token qui n'est pas valable, ben, il devrait aussi avoir une erreur. Donc comme d'habitude, j'ai ici utilisé Mocha et Kai pour pouvoir faire les assertions et écrire mes tests. Et donc le premier ici, ce que je fais, c'est que je génère un utilisateur, j'ai ses credentials, et puis j'ai une chaîne de promesses. Donc d'abord, je m'enregistre. Ensuite, je récupère le token, je le passe au helper getUsers, qu'on peut rapidement aller voir. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Hein, j'ai ici getUsers, qui est une fonction que j'expose. Et puis, elle, si elle a un JSON Web Token, alors dans le header Authentication, elle envoie bearer et puis la valeur. Faites attention, ça c'est un peu un piège. Il n'y a pas de deux points après le bearer. Le deux points, il sera dans l'entête après Authorization, mais bearer est séparé d'un espace du JSON Web Token. Donc, pour que ça fonctionne, j'ai dû faire différentes choses. La première chose ici, j'utilise le package npm qui s'appelle Passport. Donc, qu'est-ce que c'est Passport? Passport, c'est quelque chose qui se focalise exclusivement sur l'authentification, donc ça ne fait pas d'autorisation. Mais ça donne la possibilité finalement de dire il y a différentes façons d'authentifier les utilisateurs. De temps en temps, on va faire ça en faisant un lookup dans une base de données locale. De temps en temps, on va authentifier en utilisant le compte Facebook. De temps en temps, on va utiliser le JSON Web Token qui est dans une entête. Et ça permet ainsi de découpler le code de l'application d'un mécanisme, d'un service d'authentification. Donc avec Passport, vous avez la librairie de base, et puis après vous avez ce qui s'appelle ici les stratégies. C'est tous les services d'authentification qui ont été plugués sur le framework. Et si ici vous faites une recherche sur JWT pour JSON Web Token, vous verrez qu'il y a une stratégie qui a été proposée pour pouvoir utiliser ces tokens comme moyen d'authentification. Alors, il faut savoir qu'il y a différentes façons pour un client d'envoyer son token au serveur. Ça peut être dans une entête, ça peut être dans l'entête authentification, ça peut être dans une autre entête, ça peut être dans le query string. Donc, c'est pour ça qu'ils ont ici défini cette notion d'extracteur. C'est là où on va dire, dans mon application, le token peut être extrait de cette manière. Dans le projet ici, ce que j'ai utilisé, c'est from auth header with scheme, qui dit le jeton se trouve dans l'entête authentification, et puis il est préfixé par un scheme, et c'est là où j'ai spécifié bearer. Donc, si on retourne dans le code, comme j'utilise Passport ici, il faut le configurer.
Et puis, il faut lui dire qu'on va utiliser une ou plusieurs stratégies. Donc ici, je dis, ben, je vais utiliser Passport et j'utilise la stratégie JSON Web Token. Et donc, quand tu as obtenu un payload, que tu l'as vérifié, tu as pu vérifier que la signature elle était valide, ben, à ce moment-là, tu vas fournir un utilisateur. Donc c'est ici par exemple, et ça c'est quelque chose que je n'ai pas encore implémenté, où dans le token, j'aurai l'identifiant unique de l'utilisateur, je ferai un lookup dans MongoDB via Mongoose et puis je retournerai l'objet utilisateur. Comme ça, il serait à disposition des contrôleurs Express.js. Vous voyez que pour le moment, j'envoie des valeurs bidons, donc le comportement de l'application n'est pas idéal, mais je ne viole aucune spécification existante. Donc ça, c'est le setup de passport.js. Et puis si je vais dans l'implémentation, donc si je vais dans mon contrôleur /users, ce que je fais ici, je dis, ben, mon routeur, donc toutes les routes qui sont accrochées à ce routeur, je vais vouloir authentifier les requêtes en utilisant la stratégie JWT. Et puis ça, c'est important ici de dire je n'utilise pas les sessions. Hein, donc je ne veux pas renvoyer des cookies. Et d'ailleurs, si vous mettez true ici, le code ne va pas fonctionner parce que ça m'obligerait d'écrire du code supplémentaire qui n'est pas nécessaire quand on n'utilise pas les sessions. Donc ça, c'est une façon de faire. Une autre façon de faire, c'est possible de dire que sur un routeur, il y a seulement certaines des fonctions qui doivent être protégées. Donc c'est possible ici de rajouter ce middleware comme un argument supplémentaire sur vos routes. Après, le code ici, ben, il est assez simple. Hein. Et de nouveau, là, je vais utiliser Mongoose. Donc, depuis mon modèle user, je peux utiliser find. Là, j'ai la liste de tous les utilisateurs. Et puis, je vais simplement renvoyer ça. Donc, si je reviens dans mon test, si là, je dis que je veux exécuter mes scénarios, ben, de nouveau, vous avez les trois éléments qui sont les trois tests, les trois spécifications qui sont valides. Voilà. Alors, avec ça, on a terminé cette première implémentation. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est on a fait de l'authentification de deux manières. On a fait de l'authentification quand on a utilisé le endpoint hôte. Et donc là, j'utilise pas du tout Passport, j'utilise pas les JSON Web Token en entrée. C'est je reçois un payload JSON, j'ai complètement le contrôle dessus, j'ai le username, j'ai le mot de passe. Je regarde dans MongoDB, si je suis content, là je génère et je signe un JSON Web Token. Donc ça c'est un mécanisme d'authentification qui est utilisé uniquement pour obtenir le token. Et puis, une fois que j'ai ce token, j'ai un autre mécanisme d'authentification que je vais utiliser pour protéger vraiment tous les autres endpoints de mon API REST. Et là, c'est plus l'utilisateur qui va m'envoyer un username et un mot de passe. Il va à chaque fois me repasser le jeton qu'il a obtenu, qui pourrait, entre parenthèses, avoir une date d'expiration. Et donc, chaque fois que je vais avoir des endpoints de l'API REST qui sont protégés, je vais utiliser ça comme moyen d'authentifier l'utilisateur et puis après de donner accès ou pas à la ressource. Et puis je pourrais avoir une politique d'autorisation plus ou moins sophistiquée ici. Donc ça c'est important de bien voir ces deux niveaux. J'ai deux endpoints. Dans les deux cas, je fais de l'authentification, mais de manière différente. On a vu qu'on utilisait Mocha pour écrire les spécifications exécutables et pour les exécuter,
qu'on utilisait Kai.js pour écrire les assertions. On a un DSL. Un DSL, c'est un langage, une espèce de langage qu'on peut utiliser pour vérifier certains faits à propos de l'état de notre système. On a vu les JSON Web Tokens et puis on a survolé Mongoose, mais on a vu finalement que c'était quelque chose qui nous permettait de définir des schémas au-dessus de MongoDB et puis après qui facilitait les opérations CRUD et l'écriture de requêtes par rapport à l'utilisation du driver de base. On a une API de plus haut niveau. Et puis si vous allez dans la doc, vous allez voir qu'il y a aussi beaucoup de mécanismes qu'on n'a pas eu l'occasion de présenter dans ce webcast.